Bonjour les auditeurs de Médias du jeu. Aujourd'hui, nous recevons Akane du studio Cut to Bits. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien. Toi, tu es productrice dans ce studio indépendant qui présentement travaille sur le jeu Venture to the Vile. Qu'est-ce que ça fait au juste une productrice? Il peut y avoir plusieurs types de productrices, mais en gros, c'est la gestion du projet en tant que tel. Donc, ça va de la gestion des tâches à la gestion du timeline, donc des horaires, des calendriers. Ça peut être la gestion aussi des différents rôles, des pipelines, ce qu'on appelle pour que ça aide le développement d'un élément aille du point A jusqu'au point B, etc. Donc, c'est vraiment en gros aider, être là à sa rôle de soutien pour faire en sorte que les développeurs puissent mieux communiquer entre eux, pour qu'il n'y ait pas de délai, pour qu'il n'y ait pas de perte de temps entre les différentes étapes de production des différents éléments du jeu. Et voilà, donc ça c'est plus le rôle que moi j'aime. Il y a certains producteurs qui sont plus orientés vers l'externe, donc plus un peu plus dans les relations publiques, un peu plus dans le marketing. Mais en gros, producteur, c'est un rôle qui vient aider et faire en sorte qu'on perde pas de temps et qu'on donne le plus de visibilité possible au jeu. OK. Toi, tu as connu le noyau d'amis qui ont créé le jeu. Est-ce que tu les as côtoyés longtemps? En fait, j'ai connu donc dans le groupe des fondateurs du studio Code to Mhm. Bit, donc il y a Masao Kobayashi qui est le président, puis aussi l'autre producteur. Il y a Paul Green qui est le directeur créatif, pardon. Il y a Nash Salas qui est le directeur artistique. Il y a Tommy Sagala qui est le programmeur lead. Puis il y a aussi Olof Jönsson qui s'occupe de l'équipe audio et des sons. Et je connaissais Masao en fait depuis longtemps. Lui et OK. moi, on est tous les deux moitié japonais. On s'est connus un peu via le réseau de la communauté japonaise à Montréal et travaillé dans les jeux vidéo. Je travaillais dans les jeux vidéo, donc on s'est connus comme ça depuis plusieurs années. Puis j'avais un rôle qui était plus interprète. J'étais interprète traductrice dans un autre studio qui était japonais à Montréal, étant donné que je suis trilingue et je parle japonais, puis je suis interprète de formation. Ah oui, Et on puis s'est je côtoyés voulais. justement, là, Takuton, Mais oui, quand que j'ai mais oui, interviewé voilà. CyberConnect 2. Mhm. Donc, tu sais, donc à l'époque, j'étais au studio CyberConnect 2, qui est donc un studio japonais qui avait une branche à Montréal en tant qu'interprète. Puis je faisais un petit peu de rôle de gestion de production aussi. Puis je voulais vraiment m'orienter dans la production à temps plein. Et donc, j'en discutais avec Masao, puis il me disait, ben justement, notre studio, on aimerait avoir un autre producteur pour venir aider le projet qui tire tranquillement vers sa fin. Et donc voilà. Et donc, c'est comme ça que que j'ai rejoint l'équipe de Studio Code to Bits. OK. Puis le développeur, John, ton collègue, je l'ai Mhm. rencontré au Comic-Con, puis il me mentionnait que votre équipe était multiculturelle, qu'il y avait une diversité culturelle très grande. Puis moi, je trouve ça intéressant. Comment vous jonglez avec cette diversité-là? Au niveau culturel, franchement, ça se sent ou voit presque pas. Tu sais, on parle tous un peu la langue commune du jeu vidéo, du développement de jeux vidéo, puis ça, c'est pareil partout, là, sauf dans certains cas, comme au Japon, il peut y avoir des différences un peu plus raffinées, mais franchement, tout le monde parlant la même langue, de l'amour des jeux vidéo, du développement du jeu vidéo, de l'amour et la passion envers ce même projet aussi. Franchement, différence culturelle. Peut-être au niveau de la communication. Tu sais, ceux qui sont d'origine européenne, ils ont des modes de communication, des façons de communiquer qui sont différentes de ceux qui sont grandis au Canada. Donc, tu sais, il y a un peu ça, mais ça ne se sent pas autant. On a quelques collègues qui sont en Europe, par exemple. On a un qui est en Écosse, un qui est en Suède. On a quelques-uns qui sont au Mexique. Donc, ça, des fois, il y a des décalages horaires, des différences d'horaires, mais franchement, ça se sent pas autant et c'est assez intéressant en fait parce que moi aussi j'ai longtemps été dans les milieux très internationaux. Je travaillais dans une école internationale il y a de là longtemps OK. et tu sais, jongler les différences culturelles, c'est quand même un certain défi, mais je crois que dans l'industrie notamment du développement des jeux vidéo à Montréal, surtout s'ils ont vécu longtemps à Montréal, tu sais, disons qu'il y a une certaine compréhension mutuelle qui est déjà là après qui commence à se développer après plusieurs années. Donc, cette équipe-là, notamment l'équipe des fondateurs, ils ont tous 20 ans d'expérience de développement de jeux vidéo, c'est autant à Montréal qu'ailleurs en Europe. Donc, tu sais, à ce niveau-là, disons que comme je disais tout à l'heure, on parle tous un peu la même langue à ce niveau-là.
Ah, on va regarder un petit clip, de gameplay, puis on va en Mmh. discuter, par la suite. On voit dans le jeu l'ambiance là, Mmh. creepy, un peu, sombre, mais c'est quand même cartoonesque un peu là. Puis, les créateurs, ils ont créé ce personnage-là, comment ils se sont inspirés de quelle, légende urbaine? C'est pas légende urbaine, non, pas autant. OK. Quoique, notre directeur, créatif, Paul, est un fan du genre de l'horreur, hein. Donc, évidemment, tu sais, il y a beaucoup d'inspirations multiples. Un peu ce qui était visé, c'est, une Angleterre victorienne fictive. Donc, c'est même pas en Angleterre, c'est une inspiration victorienne. Un peu ce côté industriel, tu sais, un peu rough, hein, de cette époque-là aussi qui est reflété là-dedans. Un des films ou une des séries en fait qui était une grande inspiration, c'est Over the Garden Wall. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si tu connais. C'est une Non. série animée de deux jeunes garçons en fait, d'adolescents puis son petit frère qui se perdent dans une forêt un peu féerique, mais en même temps, on va dire creepy, comme tu disais. Tu sais, c'est pas de l'horreur, horreur grotesque, mais tu sais, c'est un peu vicieux, ça fait peur, Ouais. mais en même temps très magique. Tu sais, donc ce côté où l'horreur est en conjonction avec le côté plus féerique de ces milieux-là, notamment si il y a beaucoup de forêts aussi, donc ce genre de milieu. Donc il y a multiples inspirations, mais je dirais Over the Garden Wall, c'est vraiment la série qui est un peu et qui reflète, hein, l'essence de ce qu'on recherchait. Mais c'est quand même un peu plus brutal que ça. Tu sais, la série, elle a des moments un peu assez horrifiante. Notre jeu, il y a quand même des moments assez sombres Mmh. aussi, mais parsemés d'humour. On le voit pas dans la démo, c'est vraiment juste une démo de gameplay. Mmh. Euh, mais quand on joue le jeu, en fait, il y a toute une profondeur narrative, vraiment une histoire, hein, qui se développe, qui développe tout un univers. Les personnages, chacun sont très caractérisés, sont très on pourrait dire, comment je peux ça, très caractérisés. Ils ont vraiment une personnalité approfondie, puis OK. on s'y attache, puis, mais en même temps, au cours de l'histoire, je ne sais pas si les gens connaissent, mais juste pour expliquer le background de Venture to the Wild, euh, personnage principal euh, grandit dans ce village, tout le monde porte des masques d'animaux. C'est comme ça fait partie de l'univers, il n'y a pas vraiment d'explication. OK. Puis un matin, il va chasser des rats avec sa meilleure amie, qui est trappiste. Et donc, il part, il voit que les animaux sont pas comme d'habitude, ils sont infectés, ils sont contaminés à quelque chose de différent, ils sont comme des mutations. Et en même temps, il se rend compte de ça, il tombe, il perd sa meilleure amie qui s'échappe, qui part, et il la perd de vue. Il se réveille, il a un bras qui est noir, qui devient une arme, en fait, qui devient OK. comme un couteau. Et après, donc, il est comme, c'est quoi ça? Genre, son bras est devenu une arme soudainement. Il part à l'aventure, on l'envoie, il y a un médecin fou, Mmh. ouais, un médecin fou, un scientifique fou du village qui l'envoie, dit va faire des recherches, va sauver ta meilleure amie, puis il part. Puis donc, tranquillement, il se rend compte que son village est encore en sécurité, mais aux alentours, tout est un peu affecté par le vile, cette essence qui vient, les animaux font des mutations, ils deviennent OK. violents, ils deviennent agressifs. Et donc, tout au long de l'aventure, on voit que son milieu que lui, il a connu dans son enfance
énormément changé. Il est plus reconnaissable. Lui-même, il est comme horrifié par ces changements-là, mais il doit, tu sais, finalement, il doit vivre avec, il doit passer à travers ces différents mondes pour finalement retrouver sa meilleure amie. Oh, Et c'est donc donc, bien le fun. Puis là, il doit c'est combattre vraiment le les fun. animaux qui sont Ben genre mutants. voilà, OK, puis qui avec sont ses mutants. il y a une espèce de tentacule pour, Oui, ça aussi. Donc ça, c'est c'est en fait la particulier. tentacule. Tranquillement, au début, tu sais, il a une arme qui est juste un couteau. Ouais. Puis tranquillement, il combat certains monstres, hein, puis il va absorber leur pouvoir. Puis donc, OK. il se rend compte que son pouvoir magique, lui, c'est qu'en fait, tous ces animaux qui sont affectés par le Vile, puis qui deviennent des mutants, puis ils sont comme, tu sais, plus eux-mêmes, lui, comme il garde sa sanité, il reste encore lui-même, mais son corps change tranquillement. Puis ça lui donne beaucoup de pouvoir, tu sais, il devient fort et devient puissant, mais en même temps, tu sais, il est comme lui aussi, il est affecté par le vial. Qu'est-ce qu'il doit faire avec ça? Est-ce qu'il accepte? Est-ce qu'il rejette? Donc, il y a tout ce côté un peu éthique aussi Ah. de comment on fait face au changement, comment on Mhm. fait face à la peur, etc. Et donc voilà, donc il y a comme ce côté narratif qui est très profond et qui est très intéressant. On s'attache énormément aux personnages. Tu sais, ils sont mignons, Ouais. ils sont drôles. Il y a un côté comique aussi. Tu sais, il y a la comédie un peu noire quand on fait face à une situation qui est horrifiante, ben, des fois, il faut en rire, tu sais, donc il y a ça aussi, mais en même temps, donc tu sais, c'est drôle, c'est magique, c'est mignon, mais en même temps, c'est ça, c'est sombre, tu sais, c'est quand même, c'est assez lourd comme thématique, donc Puis un c'est enfant de un bel 12 ans, équilibre. est-ce qu'il peut jouer à ça? Un enfant de 12 Ah ans? oui, il pourrait jouer, ouais, il pourrait jouer. Ouais, 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 il pourrait jouer. C'est comme l'histoire est sombre, mais tu sais, un enfant, surtout pré-ado, ils ont la maturité pour pouvoir tu sais, gérer ce genre de thématique-là, donc oui, il pourrait jouer. OK. Il y a combien d'heures de jeu, ce jeu? Ah, c'est une bonne question. Je dirais à peu près une trentaine. Ouais. Ça dépend comment on le joue, en fait. Si on fait genre, on fait juste, tu sais, tout droit, on fait juste les main quests, puis on fait juste passer à travers les missions principales, on fait juste battre tous les boss, puis on va jusqu'à la fin, peut-être 10 heures. Mais si on fait vraiment tous les quests, il y a énormément de missions sur le OK. côté. Donc, tu sais, si on explore chaque univers, chaque personnage, si on va vraiment faire tous les trajets, je dirais dans les 20 heures, dans les 20-30 heures. OK. Puis ce jeu-là va être disponible sur Steam et sur la Switch. Oui, donc ça va être disponible sur la Steam. Sur les consoles, je peux pas confirmer. Au minimum, la Switch, peut-être d'autres. Là, je peux pas confirmer. C'est certainement, ça va être sur les consoles aussi. La Steam, c'est certain. OK. Puis le Code to Bit, c'est-tu leur premier jeu qu'ils sont en Oui. train de produire? Ouais. C'est leur premier jeu, ben, c'est notre premier jeu en tant que studio. OK. Mais par contre, comme je disais, chaque développeur ont énormément d'expérience. Et donc, l'équipe des cinq, là, des fondateurs, ils ont tous 20 ans d'expérience dans les jeux vidéo. Donc, tu sais, ils en ont sorti des jeux dans d'autres studios AAA. C'est leur première aventure indie, donc c'est comme, tu sais, aussi en même temps, ils ont d'expérience, mais c'est nouveau, tu sais, pour tout le monde. On a aussi John que tu as rencontré, lui, il travaille dans les jeux indie avant, donc lui a l'expérience dans les indies. Donc c'est comme nouveau, c'est une première expérience pour tout le monde, énormément Ouais, d'apprentissage, ouais. mais tu sais, en même temps, c'est créé par des gens qui connaissent les jeux, tu sais, qui savent bien faire les jeux. OK. Est-ce que vous avez eu du financement, des subventions pour propulser votre production de ce jeu-là? Ben, on a toujours, tu sais, évidemment, eu le crédit d'impôt de multimédia, tu sais, du gouvernement du Québec. Donc OK. ça aide énormément aussi. Mais sinon, on a notre éditeur Aniplex. Donc Aniplex, c'est une compagnie japonaise qui est orientée principalement pour les animés. Donc c'est vraiment, ils font de la production d'animés pour ceux qui connaissent. Demon Slayer, c'est l'exemple en ce Mhm. moment des, donc, Aniplex, c'est la compagnie d'animé au Japon, mais ils ont commencé à avoir une branche jeux vidéo. Ils produisent et ils éditent des jeux vidéo indie, donc des plus petits jeux vidéo. Puis on est leur premier jeu qui est fait à l'extérieur du Japon. Ah, Donc, ouais, donc c'est le fun aussi. Tu sais, pour eux, c'est comme une première. Puis pour nous, d'avoir des partenaires au Japon, c'est quand même aussi une belle expérience, puis tu sais, ça diversifie parce que euh, notre équipe a travaillé principalement en Amérique du Nord. Fait que c'est le fun d'avoir ce genre d'expérience aussi. est-ce que ça va être lancé au Japon avant en Amérique du Nord? Non, ça va être en même temps. OK. OK. Puis Ouais. ça c'est prévu pour quand? Ça serait ben, 2024, idéalement, dans les OK. débuts. Ouais. OK.
Ouais. Ah! Puis est-ce que vous allez faire des playtests, publics sur, Steam? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Pour l'instant, on n'a pas, de playtest de prévu, mais ce qui ne veut pas dire que, tu sais, on va pas en avoir du tout. Donc, ça va dépendre de comment, les prochains mois vont se développer. Mais, je te tiens au courant, là, si on en fait. OK. Puis, je sais qu'il y a souvent des jeux vidéo qui font aussi une série de bandes dessinées, puis pour approfondir l'histoire du jeu. Mais moi, j'ai vu qu'il y avait un Kickstarter de Venture to the Vile. Puis ça, Yes. est-ce que ça s'est créé comme en parallèle avec le jeu ou c'est comme avant le jeu? C'est en parallèle, voire après le jeu. OK. Donc le jeu, en fait, l'équipe a commencé à travailler sur le jeu il y a 4 ans à peu près, 3 4 ans, donc ça fait quand même longtemps. Mais tu sais, avec la pandémie, évidemment, il y a eu Hmm. beaucoup de ralentissements, là, donc c'est pour ça que ça a pris aussi longtemps. Puis, donc le jeu était créé, le concept était là, puis l'univers commençait à être créé. Puis, plus l'univers, s'approfondissait, plus ça valait la peine, en fait, d'en montrer plus qu'on peut voir dans le jeu. Et là, donc, l'idée est venue de, ben, si on peut faire, un autre médium en même temps, ça vaudrait vraiment la peine. Si c'est un univers qui est riche, qui est beau artistiquement, visuellement, puis en termes de narration, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui accroche vraiment le cœur. Donc, ça valait Mhm. vraiment la peine de le développer ailleurs. Et en fait, c'est un peu par hasard. En fait, le studio Cut2Bit, le studio physique, on le partage avec c'est une équipe qui font des bandes dessinées américaines, donc des comic books, qui s'appelle Lethal Comics. OK. Et donc, c'est une équipe d'artistes qui ont leur propre série et qui a été fondée en fait par des artistes qui ont encore une fois des décennies d'expérience euh, derrière eux, qui ont travaillé dans les comics, par exemple, de Marvel. Tu sais, donc, qui ont énormément d'expérience, sont quand même dans les grands titres aussi. Et on travaille dans le même studio physique, puis il y a eu des conversations, puis on a fait, ben, ça serait le fun de étendre un peu l'univers de Venture to the Wild dans la bande dessinée. Puis les gars ont fait comme, ah ben oui, ça serait vraiment le fun. Tu sais, ils connaissent bien notre série parce qu'on est là, tu sais, on se parle. Et donc voilà, donc c'était un peu par hasard dans le sens où tu sais, la conversation est venue un peu naturellement, organiquement, puis se fait, ben oui, faisons-le. Et je sais pas si tu as pu voir quelques images Ben, on va dans le présenter le Kickstarter. clip ouais, du Oui, Kickstarter. Ça y va, comme ça. ouais. So, why did an indie game company decide to make a comic book? It's kind of a complicated story. 10 years ago, I used to work for this giant video game company down the street. And there, I worked on a game called Blood Dragon. This comic book artist named Andy Belanger also worked on it, and we became friends. So, when we decided to open our own studio in 2019, we reached out to Andy to see if he wanted to share a space together. Those were pretty exciting times. So this space used to be a bar, so there was a stage that we had to cut out. We put in shelves to make everything look more cozy, and we thought everything was really going well. And then 2020 happened, and comic book industry fell off a cliff. Carl and Andy decided that the only way to move forward was self-publishing. So they set up Lethal Comics, which is an independent publisher that used the Kickstarter to self-publish their comic books. The past 3 years, they've had phenomenal success as a comic book publisher. After seeing all these Kickstarters and working with them to build their business, it seemed natural that Cut to Bits was going to partner with them to create our own comics. Now that Venture to the Vile has been announced, we thought it would be a perfect opportunity for us to work with our friends at Lethal Comics. So, with them, we've assembled a world class group of artists to make this comic as cool as it can be. We have Carl Kerschel, Andy Belanger, Sweeney Boo, Subversive Girl, Margaret Savage, Cara McGee, Rosin, and more we haven't announced. So please back our Kickstarter so we can make this comic book a reality. Thank you. So why did C'est an vraiment indie game? intéressant. Je me demande si ça va être disponible en français. Bonne question. On va d'abord le sortir en anglais, étant donné que c'est Kickstarter, ça va sortir, là, ça a réussi, on a réussi notre campagne, donc et ça va sortir bientôt, en fait. Donc bientôt, ça va être distribué pour ceux qui ont participé à la campagne. Et par la suite, on va voir, parce que c'est comme notre première un peu, tu sais, euh, on pourrait dire, aventure là, Mhm. dans les bandes dessinées. Mais une fois, si ça va bien, s'il y a une bonne réception, si on a beaucoup de demandes aussi, parce que là, on a aussi une page Indiegogo pour ceux qui n'ont pas pu participer à la campagne, mais ils voudraient quand même essayer de se procurer une copie. Donc ça, c'est possible aussi. Puis si on commence à avoir un bon développement de ce côté-là, il y a des possibilités qu'on puisse le faire traduire parce qu'il y a aussi peut-être qu'au Japon aussi, ce serait intéressant. Tu sais. Donc ça, c'est ouvert, c'est une possibilité qui est ouverte. C'est juste, on va voir selon comment ça se développe.
Puis est-ce que Venture to the Wild va devenir une série d'animés? C'est vraiment le fun. Et pour le moment, je n'ai rien à dire. On n'a pas de ce genre de discussion encore. On veut sortir le jeu en premier, voir comment ça va se passer. OK. Mais ça serait vraiment le fun. Ça vaudrait vraiment la peine parce que j'ai vraiment hâte que le monde voit le jeu en entier parce que la démo, ça fait comme, tu sais, ça montre, c'est le fun, là, c'est Ouais, joli, ouais. mais ça montre pas tout un peu L'histoire qu'il y a c'est derrière, puis l'histoire qui se développe. Puis il y aurait énormément de potentiel. C'est déjà la bande dessinée. On, on a exploré un petit aspect de quelques personnages et déjà ça, il y avait beaucoup de matériel. Donc si on veut vraiment approfondir chaque personnage puis explorer chaque relation interpersonnelle, c'est tout ça, ça serait vraiment, vraiment beau. ben oui. Toi, est-ce que tu as joué au jeu? Ah ben oui, j'y joue très souvent je joue évidemment là pour vérifier si tout est en ordre, puis si tout va bien, puis juste pour avoir un fil, puis etc. Là évidemment pour le moment, tu sais, on y va morceau par morceau, c'est pas complété, etc. Donc, mais oui. OK, tu fais la job de productrice et de bêta-testeur aussi? Non, je suis pas testeur en tant que tel, c'est juste Non? vraiment je joue pour, tu sais, pour voir où on en est, pour voir, c'est comment, est-ce que ça a l'air tu sais, en même temps, même si je m'occupe de la gestion du projet, il y a aussi un aspect de juste, tu sais, je vais voir c'est comment, je vais voir c'est quoi le fil, puis peut-être qu'il y a des commentaires que tu sais, des trucs que je note, heu, que peut-être que les testeurs ont pas encore noté ou que tout simplement, c'est juste un commentaire personnel, genre: «Ah, j'aime bien ci, ça je préfère moins», pour, comme feedback, à l'équipe, mais ouais. Ah! Puis tu sais, dans un toi, tu as travaillé pour CyberConnect 2, c'est un studio un peu plus grand que le studio indépendant pour lequel tu travailles présentement. Est-ce qu'il y a Mmh. une ouverture à ça dans les grands studios? Que les producteurs, jouent au jeu et donnent des feedback? Oui, je dirais que j'ai jamais travaillé en tant que productrice dans un grand studio. Tu sais, avant, OK. j'avais un rôle qui était plus partagé entre gestion de projet, interprétation, traduction. Mais n'empêche que le rôle de producteur, il y a quand même ce côté où, tu sais, tu as comme une certaine responsabilité de la qualité aussi de ce qu'on livre, le fait que ce soit complexe, que ce soit terminé. Donc, tu sais, c'est quand même assez régulier quand il y a des builds qui sortent, ben de les essayer, de voir comment c'est, juste pour avoir un fil aussi, pour pouvoir bien en parler aussi, bien comprendre le jeu. Ouais. Parce que, tu sais, c'est le fun de le voir sur papier, de faire comme, OK, genre, je travaille sur telle fonction, je travaille sur telle map. Mais en même temps de le jouer, pouvoir en parler, pouvoir faire comme: «Oui, ça c'était cool. Ah ça avait l'air moins fun. Hein? C'est peut-être qu'on devrait prioriser certains éléments». Genre ça fait aussi partie de la job. Ah, mais là, c'est le fun. Ouais, Tu c'est payé vraiment pour le jouer fun. au jeu. Mais oui, voilà, hein, je le fais pas à 8 heures par jour non plus, mais c'est le fun. Ouais. Est-ce Ouais. que toi, tu joues beaucoup, à des jeux vidéo? Ouais, ouais, c'est pour ça que je suis rentrée Ouais. dans l'industrie des jeux vidéo. Je suis anthropologue en fait de formation. OK. Très longtemps, il y a très longtemps, j'étais anthropologue. Puis d'un côté, je me trouvais pas de job dans ma filière, donc il y a eu ça comme réalité. Mais aussi, je voulais toujours travailler dans un domaine créatif, multimédia notamment. Puis plus j'y pensais, plus j'étais comme bon, je peux aller dans l'animation, je peux aller dans le cinéma, mais franchement, les jeux vidéo, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, oui, là, j'ai une fille de 2 ans, fait que j'ai pas autant le temps de jouer Ouais, je qu'avant, comprends. mais c'est difficile, hein? Faut Ouais, gérer, faut trouver les moments. ouais. Mais oui, j'adore les jeux vidéo. Puis notamment, j'aime beaucoup les jeux d'horreur. Donc, Ah! Venture to Var, c'est comme, tu sais, vraiment up my alley, genre un peu horrifiant, mais en même temps, tu sais, mignon. Puis j'aime ça aussi, j'aime les jeux qui sont plus cosy, genre, donc, Ouais. Ah, j'ai hâte d'y jouer. Est-ce que je vais avoir une copie avant tout le monde? ah, on peut s'en reparler. Ça serait vraiment le fun. Sinon, tu joues à quoi, quand tu as le temps? Ah, quand j'ai le temps, genre là, je suis en train de jouer à Resident Evil 4, c'est OK. le remake. Fait que ça, c'est vraiment c'est le type de jeu que j'adore. J'aime aussi, tu sais, comme je disais tout à l'heure, les jeux plus relax, donc Stardew Valley, par exemple. Puis j'aime aussi les jeux, j'aime bien explorer les jeux québécois. Donc, tu sais, Spiritfarer, c'est comme un des jeux que j'aime le plus. Je sais pas si tu connais des. Spiritfarer, ouais, c'est le jeu avec Ouais. les esprits, là. C'est avec Oui, oui. un C'est espèce comme de sur un bateau. oui, oui. Oui, j'ai joué. Ouais, ouais. Ouais, c'est le fun. C'est incroyable. Ouais, Il y donc a un beau, j'aime beaucoup aussi. design, là, C'est vraiment beau, puis la ouais. musique aussi. Donc, tu sais, j'aime aussi les jeux indie qui sont faits à Montréal. C'est pour ça que j'adore les occasions comme le Comic-Con tu sais, de rencontrer les autres équipes, puis Mmh. d'aller voir, tu sais, ce qui se fait à Montréal. Et tu sais, on a tellement une industrie qui a du Ah talent, qui oui.
qui est riche d'idées puis Oui. d'opportunités. Fait que c'est vraiment le fun là, d'aller voir ça aussi. Mais dans vos échanges là, entre studios indépendants, est-ce qu'il y a des idées qui se réalisent dans vos pratiques? En termes de collaboration, par Non, mais exemple? je parle, mettons, vous échangez vos bonnes pratiques entre vous, puis là, Mhm. ah oui, tel studio nous a dit qu'eux, ils font ça, peut-être qu'on pourrait appliquer ça à notre jeu. Est-ce que c'est déjà arrivé, ça? Dans votre... Ça devrait arriver, non, ça doit arriver. Là, comme moi, personnellement, j'ai pas vu ça, mais c'est comme ça fait pas longtemps, tu sais, je suis dans Indies non OK. plus, là, donc c'est pour ça que j'ai pas encore eu ce genre d'expérience. Mais par exemple, il y a ce qu'on appelle la guilde des jeux vidéo, Ouais, donc ouais. ouais, puis un peu en parallèle, il y a le Indie Asylum, qui est comme une organisation qui, c'est en fait un peu ça, un accélérateur là, pour les OK. studios indie qui commencent pour les aider, les soutenir, Ouais. etc., financièrement. Puis, donc, tu sais, Indie Asylum, c'est comme ce genre de centre où les Ouais, ouais. studios indie discutent entre eux, puis, tu sais, ils collaborent. Donc, comme l'esprit est là, tu sais, puis même dans les studios qui sont pas nécessairement partie de ce genre d'agglomération, tu sais, on se parle, tu sais, genre à Comic-Con, tu sais, je suis allée voir les autres Mhm. studios, puis leur parler, puis voir, tu sais, est-ce que ça se passe bien, est-ce que c'est tough, genre d'atteindre certains buts, certains milestones, puis donc, tu sais, même s'il n'y a pas de collaboration, c'est technique, là, pragmatique, il y a quand même cet esprit d'échange, puis tu sais, on essaie vraiment de s'aider mutuellement. Donc, par exemple, tu sais, notre démo, quand on l'a sortie, ben, tu sais, on a eu des amis d'autres studios qui l'ont joué, qui sont venus le jouer, Non. qui ont donné du feedback. Fait que, tu sais, ce genre de Mhm. collaboration, même si, tu sais, c'est tout petit, là, c'est des petites choses, mais ça aide beaucoup, donc c'est vraiment agréable. Ah, ben ça, c'est fun. Ça, on peut avoir du feedback pour améliorer le produit. Ouais. Ouais, surtout venant des gens qui ont de l'expérience et qui connaissent les jeux qu'ils jouent, qui créent des jeux. Tu sais, qui sont d'autres studios quand même, là, ils travaillent pas avec nous, mais tu sais, ils prennent leur temps, puis ils nous donnent des feedbacks, ils nous aident. Donc ça, c'est le fun. Au Comic Con, il y avait un studio indépendant qui faisait un jeu sur les cabanes à sucre. T'as-tu essayé ce jeu-là? Oui, je l'ai pas encore essayé, c'est sur ma liste, là, Sugar Shack, je sais, ça Sugar là. Shack, ouais, c'est ça. C'est tellement drôle. Ouais, non, je Oui, voudrais vraiment Est-ce que tu l'as essayé? oui. T'as aimé? Ouais, c'est le genre de jeu que j'achèterais, là, sur la Switch, là. Ah Quand ouais? j'ai le temps, OK. moi, je suis dans mon lit, puis je joue à la Switch, puis c'est le genre de petits Mhm. jeux que j'aime, là. Ah, nice. Ouais, non, j'ai hâte de l'essayer. Une fois que j'aurai fini Resident Evil, c'est un des jeux que je voulais essayer. Cool. Ben, merci beaucoup d'avoir participé à ce beau podcast. C'est tout pour Ça moi. fait Je n'ai plus de plaisir. questions, à moins que tu veuilles rajouter Ça fait quelque chose. plaisir. Non, non, pas en particulier. Je veux juste présenter notre jeu puis jaser avec toi. Fait que ça fait plaisir. Merci. Oui, vraiment. Je te souhaite une belle soirée. On va dire bye-bye Merci à toi aussi. on va dire bye à l'audience, puis reste avec moi. Au revoir! Bye.